Paul Heilbronner, la démesure et l'héritage d'une vie consacrée à la géodésie des Alpes françaises. Une conférence de Sylvie Marcet à la Maison Forte de Haute-Tour à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Bonsoir à tous. Donc je suis Sylvie Marcet. Je suis une arrière-petite-fille de Paul Heilbronner, mais dans la salle, vous avez la 2e, 3e et 4e génération issue de Paul Heilbronner, avec maman qui est donc petite-fille de Paul Heilbronner. Et puis le dernier de la génération, il y en a d'autres qui vont peut-être arriver, Léon, qui est la 4e génération issue de Paul Heilbronner. L'association Paul Heilbronner, elle est constituée essentiellement de descendants directs de Paul Heilbronner. Et elle a pour but de valoriser effectivement les travaux de Paul Heilbronner, de mieux le connaître nous-mêmes, parce que, paradoxalement, à peu près tout ce qu'on sait sur Paul Heilbronner vient de ses propres écrits, et très peu par transmission orale, puisque même maman qui est ici a très peu connu son grand-père, puisqu'il est décédé quand elle avait 9 ans. Et nous n'avons pas eu la curiosité, nous, d'interroger nos grands-mères, puisque Paul Heilbronner n'a eu que des filles, pour en savoir plus sur Paul Heilbronner. Et finalement, c'est un peu étonnant, vu la personnalité de cet homme. Et nous-mêmes, nous cherchons à comprendre, finalement, voilà, ce qu'il a fait, qui il était, et au travers d'énormément d'écrits qu'il a laissés lui-même. Du coup, j'invite tous ceux qui ont encore des parents et des grands-parents à les interroger davantage, parce que finalement, on regrette de ne pas avoir été chercher l'information plus directement à la source. Donc, Paul Heilbronner, il est né donc, en plein milieu de la commune. Ils habitaient Paris, ses parents, et ils sont allés se réfugier en fait à Compiègne, et c'est pour ça qu'il est né à Compiègne en 1871. Alors, donc, son père, Horace, était docteur en droit. Il est mort donc très jeune, laissant Paul orphelin à 9 ans. Sa mère, Hermance, était artiste-peintre, et c'est probablement elle et son grand-père qui était lui aussi, avait des dons artistiques qui ont transmis à Paul ses dons de dessinateur et de peintre, comme on le verra. La fratrie était de 4, Paul est l'aîné, et à 2 ans près à peu près, sont nés Jacques, Louis et Mathilde. Donc j'ai dit, il a perdu son père très très jeune, et de fait, du coup, il a été élevé par sa mère, bien sûr, mais aussi par son oncle Auguste Michel Lévy, qui était un grand scientifique, un polytechnicien, mais surtout un éminent géologue et un pétrologue, c'est-à-dire qui étudiait les pierres. Et on verra, il a eu une grande influence sur Paul Heilbronner, l'emmenant en mission, et notamment, on va le voir, à Chamonix. Donc, Paul Heilbronner a fait ses études, il a eu une certaine chance, et je pense que ça a compté. Tout ce que je vous dis, c'est un peu de l'interprétation, hein, mais je pense que ça a compté aussi dans sa formation. Il a été donc à l'école, au collège Rollin d'abord, qui est devenu maintenant le lycée Jacques Decour à Paris, et puis à l'école Monge qui est devenu le lycée Carnot. Mais surtout, il a bénéficié, le lycée Carnot à l'époque, l'école Monge, était le laboratoire qui a été créé par Pierre de Coubertin avant qu'il ne relance les Jeux Olympiques pour développer le sport à l'école. Et donc, Paul Heilbronner a bénéficié d'une innovation pédagogique de l'époque qui était beaucoup d'importance donnée aux exercices physiques. Et en plus de ça, il y avait dans cette école une grande liberté accordée aux élèves, beaucoup plus grande que dans d'autres établissements, notamment des récréations plus longues, paraît-il, et un certain nombre donc de libertés de penser, de créer, d'être plus indépendant, probablement, qu'un grand nombre de gens de son époque. Donc, il était un sportif accompli. Je crois qu'il était très doué en équitation et en escrime, en particulier. Et puis, il y a eu cette rencontre avec la montagne. Paul Heilbronner, en fait, souffrait très jeune de migraines. Et par moments, donc, il semble qu'il ait eu des vraies difficultés de santé. Et son oncle, ainsi que sa mère, se sont dit que la montagne, c'était bon pour la santé. Et donc, son oncle l'a emmené, à l'occasion d'une mission de géologue où il avait été envoyé à Chamonix, il l'a emmené donc, en 89, donc il avait 18 ans, à Chamonix. Et c'est là qu'il a été en contact avec la haute montagne, mais dans un cadre extrêmement privilégié, puisque son oncle, qui était un géologue reconnu, évidemment, avait l'accès à tous les grands de la montagne de l'époque. Et notamment, ils étaient hébergés au Grand Hôtel Coutet, à Chamonix, qui avait été fondé par
François Coutet, lui-même guide de haute montagne. Alors, je sais que dans la salle, il y a un guide de haute montagne, très bon ami, qui connaît beaucoup de choses sur Paul Elbronner, et donc si je dis des choses fausses, je l'invite, Robert, à me contredire, bien sûr, pour rétablir des vérités. Et donc il en a profité à ses 18 ans pour explorer lui-même la vallée de Chamonix, partant avec son appareil photo, parce que dès l'adolescence, il a été passionné de photographie, et donc ce qui était déjà assez novateur à l'époque, puisque on parle donc de la fin du 19e, et donc il partait avec son appareil photo pour commencer déjà à photographier tout ce qu'il voyait. Avec une attirance évidemment pour le Mont Blanc quand on est à Chamonix. Et donc Paul Elbronner, 2 ans à peine après avoir découvert Chamonix et la montagne, eh bien, s'est mis en tête de gravir le Mont Blanc. Et donc à 20 ans, en 1891, il a gravi le Mont Blanc. Il a fait une première tentative avec un mal des montagnes épouvantable, il ne s'était pas entraîné, il n'avait pas mangé avant de partir. D'après les récits que lui-même fait, en fait, qui sont très très croustillants, mais il est quand même arrivé en haut du Mont Blanc, donc en 1891. Et d'ailleurs, vous voyez sur la gauche, là, vous voyez le certificat d'ascension du Mont Blanc qui a été délivré à l'époque. Alors maintenant, quand on voit le nombre de gens qui montent tous les jours au Mont Blanc, on se dit que c'était une autre époque. Et donc, Paul Elbronner, il a le certificat 1204. Donc, en fait, il a été la 1204e personne à gravir le Mont Blanc. Et on voit, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la diapo, l'itinéraire qui était donc inscrit sur le certificat que j'ai repassé en rouge. Donc, pour ceux qui pratiquent la montagne, ils passaient par le petit plateau, la jonction, le petit plateau, le grand plateau, et puis ils grimpaient au Mont Blanc. Et puis, très vite après, l'été d'après, puisque finalement, il a été passionné par cet environnement de la montagne, il a fait une rencontre qui a été vraiment déterminante pour lui, puisqu'il a rencontré Henri-Joseph Vallot, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, qui était à peu près de 20 ans son aîné, et qui travaillait déjà à l'époque sur les cartes du Mont Blanc en particulier, et donc ils se sont rencontrés, et ça a été pour Paul Elbronner vraiment une rencontre déterminante. Il a tout appris d'Henri Vallot, comme on le verra un petit peu plus tard. À tel point qu'ils se sont donné rendez-vous l'année d'après, l'été d'après, en 1893, et Paul Elbronner a passé une semaine donc, à l'observatoire qui avait été construit par les Vallot quelques années auparavant, donc à 4300 et quelques mètres d'altitude, juste sous le Mont Blanc. Et il a passé une semaine au Mont Blanc, donc à 22 ans, en compagnie de Henri Vallot. Il a publié son premier opuscule, Une semaine au Mont Blanc. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la photo, la petite vignette à gauche, c'est l'intérieur du refuge. C'était quand même très chic, hein. Ils avaient des nappes, ils avaient des magnifiques fauteuils. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je peux peut-être zoomer un petit peu, si vous arrivez à voir. Voilà, c'était quand même très chic. Donc ils étaient bien installés, mais bon, ils y passaient du temps, puisque en fait c'était à des fins de recherche scientifique qu'ils étaient au refuge. Donc on l'a vu, dès 1891, Paul Elbronner a une fascination pour la montagne. Il a fait un grand périple pour aller finalement, c'est presque la haute route de Chamonix à Zermatt, enfin c'était une variante, mais pour découvrir ces Alpes. Et il avait appris à dessiner déjà avant. Et chaque fois qu'il se baladait quelque part, il écrivait et il dessinait. Et donc, on a une foule de carnets qui étaient tous à peu près du même format. Donc, ils sont représentés ici en dessous. Une partie est conservée par la famille, enfin un peu répartie dans la famille. Et la partie des carnets sur lequel il faisait toutes ses campagnes se trouve dans le fonds Elbronner qui a été légué de son vivant, qui est maintenant au musée de Grenoble et qui avait été, on verra, légué à l'Institut à Paris. Et donc, tous ces carnets décrivent de façon très précise ses impressions, ses escalades, ses rencontres, parfois la vie pastorale quand il s'arrêtait quelque part. Donc, ils sont extrêmement riches d'informations sur la vie de l'époque.
Et puis, c'est là qu'on voit que c'est une vraie naissance de sa vocation future. Avec son appareil photo, il commence déjà à faire des panoramas photographiques sur lesquels il mentionne, comme vous le voyez au-dessus, tout le nom de tous les sommets. C'est-à-dire qu'en fait, sa passion géographique de comprendre, de connaître ce massif de montagnes. Et donc ça, c'est un panorama des Alpes suisses qui date de 1891. Donc voilà, il a 20 ans et c'est déjà une passion pour lui. Un petit mot sur Henri et Joseph Vallot, qui ont été si importants dans sa vie. Donc Henri Vallot, qui était donc né en 1853, donc presque 20 ans avant lui, ingénieur de l'école centrale, parisien. Son cousin Joseph Vallot, qui lui était astronome et géographe, qui lui, je crois, habitait en Alsace. Il participe déjà, il participe à beaucoup d'expéditions scientifiques sur deux axes essentiellement: les recherches physiologiques en altitude, puisqu'à l'époque, vraiment, on s'interrogeait de savoir si on pouvait vivre en altitude, en fait. Et puis la cartographie du massif du Mont Blanc, qui a été un peu le grand œuvre aussi des Vallot, sans compter tous les guides qu'ils ont produits et tout ce qu'ils ont écrit. Et ils ont été donc à l'origine du premier observatoire qui a été dessiné par Henri Vallot, dont les plans ont été faits par Henri Vallot, donc qui a été construit en 1890. Et puis après, il a été reconstruit. Donc il y a eu un autre observatoire qui a été reconstruit un peu à côté en 1898 et qu'on voit encore quand on se promène dans ces coins-là. Henri Vallot est donc le principal formateur de Paul Elbronner, à la fois sur toutes les questions de technique de relevé topographique et à la fois sur les questions de photographie de montagne. Et donc, Paul Elbronner le considérait vraiment comme son maître pendant toute sa vie. Henri Vallot était membre du club alpin français depuis 1889, mais sur une proposition de Paul Elbronner a proposé en 1902, en fait, il a proposé de créer au sein du club alpin une commission topographique qui permettrait de soutenir aussi les travaux qu'il commençait à avoir en tête et de donner un cadre un peu plus large aux travaux qu'il pourrait faire. Et donc, cette proposition a été acceptée et Henri Vallot est devenu le secrétaire de la commission topographique du CAF. Et sous son impulsion, cette commission a été très importante puisqu'elle a formé de nombreux cartographes, de nombreux topographes et a eu un rayonnement international. Donc Henri Vallot est vraiment une personne importante. Ces premiers séjours, ces 3 années où il a passé ses étés à Chamonix, donc c'était à la fin de ses études secondaires, et le bac juste en poche, donc il a continué ses études, il a fait une formation donc, d'excellence, il était reçu à l'école polytechnique, et ensuite il a fait l'école d'application de Fontainebleau, du génie de Fontainebleau, de l'artillerie. Et puis, plusieurs années plus tard, il a passé 2 doctorats de sciences, de mathématiques, donc en 1912. Mais parallèlement à cette formation scientifique et militaire de haut niveau, il a continué une formation artistique, d'ailleurs sur les conseils de sa mère, Hermance, qui était donc peintre, on l'a dit, et qui a demandé à Édouard de Taille, qui était à l'époque un peintre notamment qui a peint beaucoup les questions militaires et qui avait une précision dans son trait incroyable. C'était vraiment de la description très fine de tout ce qu'il voyait, de la reproduction de la réalité, le plus proche possible de la réalité. Et donc, Paul Elbronner a été formé par Édouard de Taille, et on verra que ça a sûrement une influence sur la suite. Quand vous avez vu les panoramas à l'entrée, vous avez vu le niveau de détail du dessin de Paul Elbronner. Et je l'ai dit, alors il a aussi été formé à la photographie, et il a notamment été à l'atelier Nadar. Donc les Nadar, c'est ceux qui étaient des pionniers de la photographie et qui, de père en fils, en fait, ont été vraiment des photographes très réputés à Paris. Et il a fréquenté l'atelier Nadar à Paris. Donc, chaque fois qu'il touchait quelque chose, finalement, il avait accès à des personnalités expertes dans son domaine et qui lui apportaient vraiment une compétence, on va dire, dans chacun des domaines qu'il suivait. Je l'ai dit, il avait des grandes migraines, et ça n'est qu'à l'âge de 40 ans
qu'on a découvert, enfin, qu'il avait une maladie en fait extrêmement rare, une maladie dégénérative extrêmement rare, qui en fait aboutissait à ce que la boîte crânienne s'épaississait, se déformait, et donc ça provoquait évidemment, on l'imagine, dans le cerveau des mouvements tout à fait douloureux. Et donc sur les photos où il se représentait lui-même de profil, on voit entre les premières photos que je vous ai montrées, enfin, ou celle de là-haut quand il est jeune polytechnicien, et à la fin de sa vie où il a toute une déformation de sa boîte crânienne qui est très très visible sur ces représentations. On l'a dit, hein, il était très doué en dessin, et partout où il passait, il faisait des caricatures de lui-même aussi, enfin, en tout cas des dessins de lui-même. Et notamment, quand il a été reçu bien plus tard à l'Académie des sciences, il a fait des croquis de tous les académiciens. Et l'histoire dit qu'il n'y en a que 2 qui n'ont pas accepté d'être publiés. Mais tous les autres ont accepté, donc ça a été publié, et il y a toute la génération des académiciens avec lui. En 1898, il épouse Hélène Fould, qui est la fille d'un maître de forge, Alphonse Fould, et de Fortuné Dupont, qui devait être sans profession. Et cette famille Fould, en fait, avait une certaine fortune parce que alors je crois que c'était le grand-père d'Hélène qui avait créé donc les aciéries, les forges d'abord de Pompée, qui sont devenues ensuite les aciéries de Pompée, et qui en particulier ont fourni l'acier de la Tour Eiffel. Et donc ça a évidemment été une manne importante pour la société des aciéries de Pompée. Et du coup, comme c'était le cas à l'époque, Hélène Fould avait une belle dot, et on verra que ça a eu une influence importante sur la liberté qu'a pu avoir Paul Heilbronner de choisir sa vie, où il aurait pu rester directeur dans une usine, mais il a fait le choix d'être totalement indépendant. Ils ont eu, donc Paul et Hélène, ils ont eu 3 filles, donc Suzanne, qui est née en 1899, Jacqueline, donc ma grand-mère, et Edith, qui est née en 1909. Et Hélène Fould est décédée prématurément à 49 ans, donc de maladie. Mais on verra, elle a accompagné son mari, elle a été un soutien de son mari dans toute son grand œuvre, et on verra un certain nombre de photos sur lesquelles elle est présente en montagne avec lui, et c'est assez émouvant, voilà, on verra ça un petit peu plus tard. Donc je reviens à Paul Heilbronner, donc jeune polytechnicien, il commence une carrière classique, sa belle famille tient les aciéries, les 2 beaux-frères qui dirigeaient à l'époque les aciéries lui proposent de rentrer comme associé, et assez naturellement, il va rejoindre les aciéries à Nancy, mais ça ne lui plaît pas beaucoup. Et au bout d'un moment, alors il y a, je ne sais plus si je l'ai dit après, mais il remercie son beau-père d'avoir un caractère tel qu'il a, qui a fait qu'ils ne se sont pas entendus du tout, et qui a fait qu'il en est parti, et que ça lui a permis d'avoir la liberté de faire son grand œuvre. Sinon, dit-il, je serais peut-être resté un simple directeur d'usine. Donc c'était assez drôle. Je crois qu'il avait finalement un peu d'humour quand il écrivait, même si je ne suis pas certaine que c'était un homme très humoristique dans sa vie, mais en tout cas, dans son écriture, on sent qu'il y a des petites remarques. Ce qui est, je vous ai mis sur la gauche là l'hommage que Paul Heilbronner a rendu à sa femme. Hop, je ne sais pas si on arrive à lire. Voilà. À la mémoire de ma chère femme Hélène Paul Heilbronner, la collaboratrice de tous les instants, qui jusqu'à la dernière heure, pendant plus d'un quart de siècle, dans une permanente abnégation, a subordonné chaque pensée et chaque décision de sa vie à la réalisation de mon œuvre. Elle en a encouragé les débuts, favorisé le développement, et elle en éclairera la suite, même après sa mort, par le rayonnement de sa merveilleuse intuition et par l'éclat de son exceptionnel idéal. C'est un bel hommage. Et après sa mort, il a du coup créé, au sein de l'Académie des sciences, un prix Hélène Heilbronner, qui avait pour objectif de valoriser les femmes de grands scientifiques
qui contribuaient d'une façon ou d'une autre à l'épanouissement scientifique de leur mari. L'époque était autre. Il a élaboré en fait un projet qui était de contribuer, scientifiquement bien entendu, à la triangulation complète du massif alpin français. Et ensuite, ça s'est prolongé avec la jonction géodésique de la Corse avec le continent, c'est-à-dire du positionnement précis de la Corse par rapport au continent, chose qui n'était pas faite. Il y avait eu des tentatives, mais qui étaient inexactes. Et on le verra, je présenterai à la fin un paragraphe qu'il a écrit lui-même en 1926 et qui, pour moi, est un peu la synthèse de sa vie, où on verra que ce projet, il l'a mûri très tôt, tout en pensant que c'était un projet qu'il avait peu de chances de réussir, mais finalement, c'était d'apporter sa contribution pour que les cartes soient plus justes, parce qu'il avait fait l'expérience dans ces 3 années où il avait beaucoup circulé, et avec cette espèce de regard qu'il avait de comprendre les montagnes et leur positionnement, il avait trouvé que la France était très en retard dans justement la cartographie finalement qu'elle donnait des massifs de montagne. Alors il y avait bien les Valos qui travaillaient sur tout le Mont Blanc et le pourtour du Mont Blanc, mais autour, ils trouvaient justement que par rapport, je crois, aux Suisses et aux Italiens, on avait des choses à faire. Et donc ce projet de triangulation complète du massif alpin français, il l'a élaboré en étroite collaboration avec Henri Vallot et en s'appuyant sur cette commission topographique du Club alpin français, dans laquelle étaient réunis un grand nombre de grands scientifiques et de grands alpinistes, donc au service d'un certain nombre de missions. En particulier, le but qu'il se donnait, c'est qu'il y ait des cartes au 50 millième des Alpes qui soient très précises. Sachant que les Valos, eux, travaillaient plus sur des cartes au 20 millième dans le massif du Mont Blanc. Et on verra qu'à un moment donné, Paul Elbronner a apporté une petite contribution sur des cartes au 20 millième, mais dans son projet à lui, c'était d'avoir des cartes au 50 millième, mais sur l'ensemble de l'arc alpin français. Alors la guerre de 14-18 arrive aussi, il est mobilisé donc, pendant cette Première Guerre mondiale. Et dans ses premières missions, en fait, on lui confie, puisqu'il avait déjà des compétences en termes justement topographiques, on lui confie d'aller organiser la topographie des sites de tir dans la Somme. Et ça ne l'empêche pas, pendant les années de guerre, de peindre des aquarelles. J'en ai mis une à droite. Mais il y en a d'autres où on le voit dans un avion, où il se représente. Et il continue ses calculs comme géodésien. Je reviendrai aussi sur ce qu'est la géodésie, comme indépendant. Et puis, à la fin de la guerre, il va commander une section d'expérience de tir. Il est envoyé à Bourg-Saint-Maurice. Et je vous présenterai alors un petit film, enfin un extrait d'un petit film, qui est une pièce rare, qui est conservée au CNRS, qui dépend et où on voit Paul Elbronner en 1917. Donc c'est pour nous les seules représentations de Paul Elbronner en mouvement. Donc c'est assez émouvant. Je ne vous dis pas ce qu'on y verra, parce que vous allez le voir tout à fait bientôt. Et dans sa connaissance de la montagne, il va jusqu'à proposer à l'armée de créer un laboratoire balistique d'altitude au Pelvoux. Il en a fait tous les dessins, il en a décrit comment on pourrait y accéder, comment on pourrait construire les routes pour y accéder, comment installer tout ça. Je dirais heureusement, comme montagnard d'aujourd'hui, ça n'a pas été finalement suivi. Mais l'idée était d'étudier les tirs balistiques en altitude, parce qu'ils anticipaient après la Première Guerre mondiale que les tirs allaient venir des avions et que donc les trajectoires des tirs seraient modifiées par l'altitude. Donc en fait, c'était d'étudier la modification des tirs. Alors, on en arrive à ce que je vous ai présenté. Donc, expérience de tir en haute montagne. Donc c'est un petit film, j'en ai pris un extrait, c'est un film qui dure 16 minutes, mais j'en ai pris que 4 minutes. Donc la notice de ce petit film nous dit « Paul Elbronner, responsable de la section d'expérience de tir en montagne de la direction des inventions, procède à des tirs expérimentaux à Bourdoisan », j'ai dit Bourg-Saint-Maurice, mais c'est Bourdoisan, afin de déterminer l'étape de tir en haute altitude. Il est à cette occasion accompagné de sa femme, vous allez voir, et de ses collaborateurs. La première partie du film montre la mise en place d'appareillages divers en altitude, à flanc de montagne.
Des tracés sinusoïdales sont effectués et analysés lors des tirs de canon. Et dans un deuxième temps, les militaires effectuent des tirs avec des canons différents depuis une vallée en direction des sommets sous le regard des chercheurs. C'est un film muet. Donc ça, c'est à Bourdoisan. Voilà, Paul Elbronner avec sa moustache, sa capeline, qui regarde son appareil. Ils sont en haut d'une falaise. Pas beaucoup de protection, hein. Voilà sa femme, le petit bonnet. Le petit béret, plutôt. Le petit béret. En haut de la falaise, au-dessus de Bourdoisan. Très affairée. Pour nous, c'est très émouvant, hein, parce qu'en fait, on ne savait pas ce qu'elle avait réellement fait. Mais là, on voit en 1917. Donc là, ils sont en train de préparer des tirs. Et elle est manipulatrice, opératrice. Avec tous ces militaires qui font leur expérience de tir en altitude. Donc là, on voit les tirs et on voit l'appareil, le fameux appareil qui enregistre en fait les ondes dont elle va sortir la bobine. Alors en fait, j'ai un peu accéléré, hein, le film était plus lent, mais j'ai accéléré pour que ce ne soit pas trop long. C'est un film du CNRS, oui, absolument. Donc elle va... C'est vraiment l'opératrice in situ. Et là, on va voir apparaître, effectivement... Alors, vous dire exactement ce qu'ils enregistrent, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Je n'ai pas creusé, je n'ai pas eu le temps. Et là, on va les voir descendre sur une corde. Je pense que nos amis guides dans la salle doivent un peu être impressionnés de la latitude avec laquelle... Voilà Paul Elbronner en train de descendre. Donc ça, c'est la fameuse deuxième partie du film où il regarde des tirs. Et voilà Hélène Elbronner qui regarde, comme les autres, ce qui se passe. Ils étaient visiblement très intéressés. Elle a été pour Paul Elbronner sa secrétaire aussi de travaux. Elle réécrivait un certain nombre de choses à l'issue. Et voilà, Paul Elbronner, il devait faire froid. Il a une espèce de pelisse en fourrure assez étrange. Paul Elbronner était un grand bibliophile. Il avait une bibliothèque absolument impressionnante, d'ouvrages à la fois de littérature classique, mais aussi d'énormément d'ouvrages spécialisés, et en particulier un grand nombre d'incunables, donc des livres qui ont été publiés avant 1600.
et dans toutes les disciplines qui l'intéressaient, c'est-à-dire les sciences de la Terre, la topographie, la géographie. Donc une bibliothèque qui a été dispersée malheureusement après sa mort. Mais on en a quelques-uns, tous quelques exemplaires, et sur lequel il a posé, comme tous les grands bibliophiles de l'époque, son ex-libris, donc, que vous voyez à gauche, qui était donc sur toutes les pages de titres de chaque ouvrage. Et cet ex-libris, il l'a constitué, il en a fait les dessins, on a les traces dans ses petits carnets. Et en particulier, donc c'est une toile d'araignée, on le voit. Une araignée, alors ce qui est quand même incroyable, je pense qu'il devait être un petit peu obsessionnel, Paul Elbronner, parce que je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais je vais vous lire ce qui est écrit ici. L'araignée qu'il a dessinée, voilà, alors, une araignée rapportée des pentes du Prazon le 11 août 1919 sur un chardon à la cote 1400. Dessinée et peinte vivante le lendemain à Sixte, grossissement 4 fois. Voilà. Donc tout ce qu'il écrivait était d'une telle précision. C'est quand même impressionnant. Donc cette araignée a dû lui plaire, puisqu'il en a fait une partie de son ex-libris, on la voit au centre ici. Ici, vous voyez cette espèce de clé de sol, je ne sais pas très bien, avec le mot perseverantia, donc la persévérance, qui je pense l'a caractérisé toute sa vie. Et puis, on voit les différents sommets qu'il a représentés sur son ex-libris. Donc vous reconnaissez tous le Mont Blanc, la Meige, probablement le Monte Cinto en Corse, et quelques autres sommets que moi, en tout cas, on n'a pas identifié, mais peut-être que notre ami Robert saura nous dire exactement quel est le sommet qui est représenté sur l'ex-libris, et le compas et le pinceau, qui sont les symboles de ces instruments de travail. Alors, l'œuvre de Paul Elbronner. Donc, on a parlé, c'est un géodésien. On va voir précisément ce que c'est. En fait, ça consiste à créer un canevas avec des points qu'on peut bien référencer. Donc, lui, son projet, c'était d'aller du lac Léman jusqu'à la Méditerranée. Et l'histoire a fait que, quand il avait atteint la Méditerranée, il a appris qu'il y avait un projet pour aller positionner la Corse fait par les Italiens. Et ça l'a un peu piqué au vif. Et comme cette mission italienne n'a pas fonctionné, il s'est dit que c'était à lui, avec son expérience, de se lancer dans donc les relevés de la Corse. Et donc, il a pu établir le premier, la liaison géodésique entre la Corse et le continent. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est-à-dire qu'il regarde, il redessine une carte dans laquelle il va fixer les points des sommets principaux à partir desquels il va pouvoir établir les premiers triangles, puisqu'en fait, la triangulation, c'est basé sur le fait que pour mesurer des distances ou mesurer des altitudes, en fait, quand on connaît, dans un triangle, quand on connaît deux côtés ou bien un côté et deux angles, on est capable de déterminer quelles sont la longueur des côtés, donc des distances, ou bien l'autre angle, ce qui peut être par exemple une altitude. Et ce dessin-là, enfin ce schéma-là, donc la légende nous dit qu'en noir, les indications en noir se rapportent au nouveau levé qu'il a fait, lui, et les indications en rouge, c'est les cartes de l'époque. D'accord ? Donc en fait, là, on se rend compte qu'à un certain nombre d'endroits, voilà, il a rectifié des mesures qui servent ensuite à établir les cartes, en déterminant de façon précise, grâce à ses calculs, les points précis des sommets qui étaient mal positionnés. Donc là, on commence à comprendre que sa volonté de donner des bases sûres à la cartographie française, ben là, on voit les écarts et donc la nécessité, effectivement, d'un travail approfondi. Alors, finalement, sa vie s'est déroulée comment ? Eh bien, il a organisé des campagnes de terrain. Alors, le mot n'est pas neutre, puisque c'était un militaire. Hein, donc, en fait, pour lui, les campagnes, ben, c'était organisé un peu avec la rigueur militaire. Donc, 22 campagnes de terrain, effectuées chaque été, à peu près pendant 3 à 4 mois, où il partait en montagne pour aller faire ses relevés. Donc, suivant les conditions, voilà, c'était entre juin et octobre. Donc, entre 1903 et 1928, tous les étés, sauf période de guerre. Donc, il a passé 78 mois en haute montagne,
Il a gravi près de 2000 sommets. Les conditions n'étaient pas les mêmes à l'époque que maintenant, évidemment. Il a supervisé ou réalisé lui-même tous les calculs de triangulation. Il a couvert par ces triangulations, les fameux triangles qu'on a vus tout à l'heure, il a couvert donc 18 500 km² par des ensembles fondamentaux, c'est-à-dire ces premiers niveaux de triangulation, et ensuite il rentrait dans le détail à l'intérieur d'un triangle avec d'autres sommets pour aller compléter à l'intérieur des premiers triangles. Tout se faisait de façon successive, c'est-à-dire on commençait par un triangle, par un côté d'un triangle, et puis on construisait le second, et puis on croisait les données, donc c'est un travail absolument incroyable. Il a fait édifier 1818 stations géodésiques, c'est-à-dire des supports plats qui permettaient de poser son appareil de mesure, donc le théodolite, dont plus de 1000 en dessous de 2000 mètres, mais 570 stations entre 2000 et 3000 mètres, et 151 stations au-dessus de 3000 mètres. Et puis, donc, il a déterminé à peu près 9200 points de façon précise. Pour chaque point, il faut savoir que quand il se mettait en haut d'un sommet, il prenait des visées avec des angles en visant des sommets. Il faisait un panorama, il faisait le tour pour arriver à ce que la somme des angles fasse 360 degrés, sauf que ça ne tombait jamais juste. Et donc, pour répartir les erreurs, il refaisait un deuxième ou un troisième tour, et il prenait la moyenne de ces mesures pour essayer de minimiser les erreurs de chacun des points. Et donc, on imagine un peu le travail. Donc, je pense qu'effectivement, son perseverantia de son ex libris le définit assez bien, et je pense qu'il disposait d'un engagement, enfin d'une forme physique et d'un engagement tout à fait exceptionnel. Donc ça, c'est les appareils qu'il utilisait. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il se déplaçait quelque part, il ne se déplaçait pas seul. Il y avait d'abord beaucoup de gens qui préparaient le terrain avant. Il a notamment beaucoup été accompagné ou aidé par des militaires, mais on verra dans un des écrits qu'il fait, il n'a jamais dépendu de l'armée. Mais il apportait, ce n'était pas du pétrole contre de la nourriture, mais c'était des militaires contre des données. Et donc il a apporté à l'armée des données sur des points géodésiques qui permettaient à l'armée d'avoir plus de précision dans un certain nombre de domaines où elle en avait besoin. Et en contrepartie, il avait mis à disposition d'hommes, et c'est lui par contre qui était l'entrepreneur de l'ensemble de toutes les missions qui ont été réalisées. Si on a le temps, on verra un paragraphe qui décrit, notamment en Corse, qui a été un peu le point d'orgue, c'est allé jusqu'à plus de 200 militaires mis à son service pour la campagne de Corse en 1925. Donc il posait ensuite son théodolite, donc qui permet de mesurer des distances et des angles. Et puis ensuite, de retour à Paris pendant les périodes d'hiver, eh bien, il organisait tous les calculs, et il faisait tous les calculs pour surtout pour croiser, parce que ce n'est pas la donnée brute qu'il pouvait utiliser, notamment pour les altitudes où il faut rectifier avec la rotondité de la Terre, et donc il faut s'appuyer sur d'autres bases de cartographie existantes ou les travaux d'autres astronomes pour aller revérifier et croiser toute l'information qui était donnée et rectifier les données en fonction de l'endroit où c'était et même de la réfraction des ondes dans l'atmosphère. Donc quand on lit ce qu'il a écrit, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Voilà. Mais en tout cas, c'était très précis et il semble quand même que toutes les mesures qu'il ait faites aient une vraie qualité scientifique, c'est-à-dire que c'est des mesures qui ont continué à perdurer derrière lui, même si ensuite il y a eu beaucoup de nouvelles techniques et que finalement toutes ces mesures n'ont pas été exploitées, disons complètement, parce que les méthodes ont changé juste après lui. Et donc, il y a eu notamment les photographies aériennes et un certain nombre de données, de techniques complémentaires. Donc, tout ce travail a donné lieu à une publication qu'il a voulu de son vivant, c'est-à-dire qu'il a tout écrit. Et un certain nombre de tomes ont été publiés de son vivant, et les derniers ont été publiés après sa mort. Mais donc, de 12 volumes de ce qu'il a appelé la description géométrique détaillée des Alpes françaises. Et donc, là, vous en avez la liste, donc c'est par massif. Et les dates que vous voyez, c'est des campagnes qui ont été faites chaque année, donc on l'a dit, 22 campagnes différentes, et il revenait à un endroit pour compléter ce qu'il n'avait pas fait les années précédentes. Donc on voit que, par exemple, la chaîne de Savoie, ça c'est assez rapproché, 1907-1909, mais il y a
si on regarde par exemple la chaîne méridienne de Dauphiné-Provence, le tome 8, on voit qu'il y a des campagnes de 1905-1906, il y a des campagnes de 1910, la guerre est arrivée, 1918, 1921, 1924. Et ça n'est qu'une fois qu'il a eu tout fini, les calculs de cette triangulation, qu'il a pu publier l'ensemble de ce massif. Alors, à quoi ressemblent ces livres? Ben voilà, vous avez quelques pages sorties des livres. C'est à la fois des données. Alors, il n'a pas mis tous les calculs dans les livres, parce qu'il a dit lui-même que là, il y a déjà 12 volumes. Les volumes, ils sont à peu près épais comme ça. Ils sont grands comme ça. Et donc, il a dit que s'il devait écrire tous les calculs, il n'aurait même pas eu le temps de les écrire, enfin de les faire publier. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu de ces relevés, eh bien, il écrit la façon dont s'est passée la campagne. Donc voilà, le réveil a lieu. Et là, je vous ai cité ça parce qu'on voit que les journées étaient quand même incroyables. Donc, ils partaient au sommet des bancs, donc en Oisans. Le réveil a lieu à minuit le 9. Une brume intense recouvre la vallée, ne permet pas de voir à 10 mètres. Je consulte mon baromètre, etc. Nous remontons, assez inquiets du temps, jusque vers 5 heures. À ce moment, comme un coup de baguette, l'atmosphère devient pure. Une journée splendide se prépare. Nous remontons le glacier de la Pilate. D'immenses crevasses et des séracs menaçants nous obligent à de longs contours. Nous arrivons à 9h30 au col de la Pilate. Et suivant les crêtes de la tête de la Pilate, vers l'ouest, nous faisons halte à 10h au col des Bancs. Nous attaquons la muraille orientale. Le rocher est excellent. À 11h30, le point culminant de l'arête est atteint. Je le trouve plus confortable que j'osais l'espérer. Le temps sans brume et sans vent me permet un excellent travail. Nous quittons l'admirable belvédère à 15h30 et à 21h15, nous revenons à la Bérarde par un clair de lune qui nous dispense de lanterne. Donc voilà, une journée de Paul Elbronner. Et puis s'ensuivent tous les relevés qui ensuite sont notés dans les petits carnets et seront ensuite retranscrits, notamment par sa femme, en vue de la publication. Alors, là c'est une autre journée, je ne vais peut-être pas la lire, mais c'est une autre journée dont on voit dans la conclusion que la course et la station ont ainsi duré 23h50. C'est-à-dire que non seulement il faisait l'alpinisme, mais en plus il passait 4 heures à faire ses mesures, et puis il redescendait. Et tout ça avec un objectif qu'il se donnait en amont. Et on le verra aussi, si le temps n'est pas bon, il faut attendre. Et parfois dans des conditions extrêmes. Ça a été le cas par exemple au Cinto en Corse, où ils ont pris un orage épouvantable. Alors au Cinto, on apprend qu'il était accompagné de sa fille Jacqueline, donc ma grand-mère, qui avait à l'époque 23 ans, je crois, ou 22 à peu près. Donc le temps se gâtait de plus en plus, et 2 jours plus tard... voilà, les nuées devenaient orageuses et un vent violent s'élevait. À peine ma fille avait-elle quitté l'abri qu'un véritable cyclone se déchaînait. Et quelques heures après, le toit l'espèce de refuge qui avait été fabriqué pour lui, en pierre pour lui et son équipe, a été détruit par les pierres qui tombaient dessus. Ils ont été coincés à l'intérieur. Ils ont essayé de débarrasser les pierres qui continuaient à tomber. Ils ont fini par ramper à l'extérieur. Tout ça, il le décrit. Voilà, tout est écrit dans ses carnets et dans ce qu'il a publié. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que ce n'était pas de tout repos et que c'était une succession d'épisodes avec tous les aléas de la montagne. Là, c'est un paragraphe donc, qui concerne la Corse, et c'est juste pour donner un peu la mesure de ces expéditions, finalement, qu'il a dirigées, puisque là, on voit, alors, il y avait un enjeu assez fort, il a été soutenu par les ministres de la Marine et de la Guerre, qui se trouvaient être, où il connaissait des personnes, qui ont pu soutenir son projet, et des choses qui vont nous rappeler les choses actuelles. Il a obtenu... Voilà. L'ordre général de collaboration la plus étendue sous la réserve qu'aucune dépense supplémentaire ne devrait en résulter pour le budget de l'État. Mais il se trouve que Paul Elbronner, en particulier grâce à la richesse de la famille Pould, avait les moyens de vivre sa passion, mais donc de financer des travaux utiles à la collectivité et scientifiquement importants avec ses propres deniers personnels. Simplement, il a eu quand même beaucoup d'aide puisque on a mis à sa disposition un certain nombre de militaires,
En particulier en Corse, il y avait 3 sommets principaux, le Cinto, le Rotondo et le Stello, et sur lequel il écrit donc qu'il y avait une trentaine de militaires mis à disposition sur chaque point, pour le construire d'abord. Ensuite, il y avait l'alimentation. Ensuite, il fallait tous les renseignements de l'un à l'autre pour allumer les feux d'un côté et de l'autre. C'était des porteurs qui descendaient, qui remontaient, des télégrammes qu'ils envoyaient pour décider à quelle heure ils devaient allumer. Donc il y avait toute une organisation de logistique, en fait, qui permettait que les informations se passent de l'un à l'autre. Il n'y avait pas de téléphone portable. Donc tout ça se faisait à pied ou avec quelques véhicules. Et donc c'est là qu'il écrit qu'effectivement, à un moment donné, donc pendant quelques jours, il y a eu plus de 200 personnes, 200 militaires mis à la disposition pour ces relevés de Corse. Et donc il fallait attendre le bon moment, parce que techniquement, la jonction géodésique de la Corse au continent était en fait un défi scientifique très important, parce que la distance était très grande, et que jusqu'à maintenant, personne n'avait réussi à même imaginer une méthode qui pouvait permettre de le faire. C'est d'ailleurs intéressant, puisque cette mission principale de la Corse, où il a finalement réussi à faire ces mesures, c'était donc en 1925, donc il y a 100 ans exactement. Et donc là, on a été sollicité au sein de l'association, notamment par l'association des géomètres experts, qui ont voulu rendre hommage à Paul Elbronner en allant sur le Monte Cinto pour retrouver la cabane Elbronner qui existe toujours sous le Monte Cinto, et puis sur le Mont Stello pour aller refaire des mesures actuelles. Alors évidemment pas avec les mêmes appareils, donc après il faut les retraiter, mais l'idée était quand même de comparer, une fois les traductions faites en fonction des appareils, de comparer les mesures de Paul Elbronner et les mesures qu'on peut faire aujourd'hui pour positionner la Corse par rapport au continent. Alors, je vous le disais, Paul Elbronner a publié cet article-là dans la revue d'astronomie en 1926, qui pour moi est un peu la synthèse de sa vie. Donc, puisqu'on voit un peu les motivations qu'il a eues. Donc, il écrit... donc il parle du démarrage finalement de sa carrière. À la suite d'une dizaine de campagnes d'ascension dans les Alpes françaises, suisses, italiennes et autrichiennes, j'avais été frappé de l'infériorité de notre documentation topographique nationale vis-à-vis de celle qu'offraient les cartographies des États voisins. Et j'avais rêvé de pouvoir quelques jours me consacrer, indépendamment de tout organisme officiel, à la connaissance géométrique détaillée des massifs alpins des Alpes. J'avais en quelque sorte plus spécialement touché du doigt cette infériorité en m'appliquant à réaliser les légendes toponymiques d'un tour d'horizon complet du sommet du Mont Blanc, on a vu tout à fait au début, et peint d'après les photographies que j'avais eu l'occasion de prendre lors des différents séjours de cette cime. Et ensuite, donc, il va écrire toute la reconnaissance qu'il a de tous les soutiens qu'il a eus, parce qu'il n'aurait jamais pu faire ça, évidemment, seul, donc tous les soutiens qu'il a eus, et le fait que jamais il n'aurait pu espérer aller au bout de ce travail titanesque. Et c'est assez émouvant parce qu'il écrivait beaucoup, et il écrivait des petites phrases aussi dans un carnet spécial où il écrivait ses petites pensées du jour. Et dans les dernières pensées avant sa mort, il a dit, alors malheureusement j'ai pas la citation elle-même, mais en gros c'était le bonheur que je ressens aujourd'hui d'avoir fait tout ce travail est à la hauteur de l'angoisse que j'ai eue toute ma vie de ne pas y arriver. Autrement dit, c'était un peu contrebalancé avec cette espèce d'obsession d'arriver au bout, qui était importante. Alors revenons à ce qu'il a laissé. On a parlé des ouvrages, 12 volumes de la description détaillée. Il a laissé des milliers de photographies. Aujourd'hui, il y a plus de 15 000 clichés photographiques qui ont été pris de façon extrêmement systématique, on l'a dit, pour tous les relevés à chaque sommet, et de façon extrêmement documentée. C'est-à-dire, chaque fois, il écrit l'heure à laquelle c'est pris, le jour. Et puis, il a réalisé ces fameux panoramas dont vous avez vu une reproduction en arrivant, donc des tours d'horizon du Mont Blanc. Ça, il l'a fait très jeune, parce qu'en fait, ces panoramas, il l'a fait entre 1899 et 1903. Donc, en fait, au moment où il ne savait pas très bien ce qu'il allait faire de sa vie. Il s'ennuyait des montagnes. Il avait pris ses photos dans ses 3 premières années où il avait découvert Chamonix et la montagne. Et il a peint ses aquarelles dans ses temps morts, on va dire, pendant cette période-là.
Donc là, c'est quelques photos où on voit le genre d'équipement que nécessitait chacune de ces missions. Donc en haut de chaque sommet, il fallait qu'il y ait un endroit plat où poser son théodolite, l'abriter du soleil pour pouvoir avoir des visées correctes. Sur la photo de gauche, on voit ma grand-mère et sa sœur sur l'âne, parce qu'elles accompagnaient aussi en mission. On les voit également au pied de cette statue de la Vierge. On voit Hélène Heilbronner au milieu, là, entre la tante et le monsieur, qui accompagnait aussi sur les emplacements de bivouac, dès lors que c'était quand même pas de la trop haute montagne, mais enfin quand même dans des conditions qui devaient être un petit peu extrêmes. Ces fameux panoramas dans lesquels ils venaient inscrire donc tout le nom de chacune des montagnes. Et puis, là, je vous ai mis ça parce que c'était pour vous montrer simplement voilà, le genre de détail. Donc ça, c'est dans l'extrait des panoramas photographiques qui sont en grand format. Je voulais en apporter un, puis je m'aperçois que je l'ai oublié. Mais donc, c'est la légende. Et donc, par exemple, le tour d'horizon publié, celui du signal géodésique situé à environ 60 mètres en contrebas du sommet, il ne comprend pas le secteur correspondant au dôme de neige, etc. Il a été photographié le 20 juillet 1907 à 8 h du matin. Et tout est comme ça. C'est-à-dire que toutes les photos sont documentées de l'endroit où c'est pris et de la date à laquelle c'est pris. Donc là, c'est quelques reproductions de ces panoramas. Vous en avez vu donc, le Mont Blanc depuis le col du Géant, le Mont Blanc depuis le Mont Maudit, le grand panorama du Pelvoux, et en dessous, c'est des photos qu'on a prises. On a eu la chance d'aller au musée de Grenoble, où sont aujourd'hui déposées l'ensemble des aquarelles originales de Paul Heilbronner. Et donc, en voyant ces aquarelles, on se rend compte, et c'est pour ça que ça m'a intéressé de prendre ces photos, de la qualité. Vous voyez, chaque petit trait bleu clair, bleu foncé, pour traduire le glacier. Et on était accompagnés de scientifiques et de géologues qui nous ont dit « mais c'est incroyable comme on voit la structure de la roche, de chacun des rochers, traduite donc par la couleur ». Il faut savoir que Paul Heilbronner a fait ça à Paris, sur la base de photos en noir et blanc. Donc ces deux mémoires, parce qu'il n'y avait pas de photos couleur à l'époque, donc ces deux mémoires qu'il a peint ces panoramas donc sur la base de ce qu'il avait retenu. Il a publié de nombreux articles, il a reçu de nombreuses distinctions, je passe assez vite, et puis sa notoriété lui a permis de rencontrer un certain nombre de hautes personnalités. C'est comme ça qu'on a une photo de Paul Heilbronner discutant avec le roi Albert Ier de Belgique, qui était un passionné de montagne aussi, d'ailleurs il a donné son nom au refuge Albert Ier, et ils ont donc échangé ensemble. Il faut dire que Paul Heilbronner a soigné sa communication, on dirait ça comme ça aujourd'hui, puisqu'il a envoyé la publication notamment de son premier tome à un certain nombre de personnalités pour valoriser le travail qu'il avait fait. Il a également eu une rencontre, après avoir envoyé son tome au pape Pie XI, qui était aussi un grand alpiniste, et donc il a rencontré le pape Pie XI, lui-même était de religion israélite, mais il a rencontré le pape Pie XI, et il y a des écrits d'échanges entre les deux qui sont aussi assez intéressants. Une lettre du président de la République de l'époque, Albert Lebrun, qui le félicitait pour ses travaux. Et puis, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, le soutien du maréchal Pétain pour sa promotion au grade de commandeur de la Légion d'honneur en 1935. Il faut savoir après que la famille Heilbronner a été décimée pendant la Deuxième Guerre mondiale, en particulier ses deux frères et sa sœur sont morts en déportation, et que, bien que connaissant le maréchal Pétain, ça n'a pas empêché ils subissent le sort, même refusant des passe-droits qu'ils auraient pu avoir. Paul Heilbronner était mort avant. Donc, alors, si vous connaissez bien le massif, vous savez qu'il y a une pointe Heilbronner, évidemment. C'est peut-être pour ça que vous êtes venus, pour savoir qui était ce Heilbronner de la pointe Heilbronner. Donc, c'est évidemment... pour nous, enfants, petits-enfants, c'est une certaine fierté de se dire qu'il y a un de nos ancêtres qui a donné son nom à une pointe. Alors pourquoi la pointe Heilbronner ? Mais en fait, il a été élu à l'Académie des sciences en 1927, sur la base de l'ensemble des travaux qu'il avait réalisés. Et pour honorer ce travail, l'Académie a décidé de lui donner un nom dans le sommet des Alpes, mais il y en avait plus beaucoup, probablement. Et donc, il y avait un caillou. Ça ressemble un peu à un caillou qui est à côté du col du Géant.
et sur lequel d'ailleurs Paul Elbronner, sur les indications d'Henri Vallot, avait été prendre des mesures tout à fait au début de sa carrière. Et donc, ce caillou étant libre, il lui a été proposé de donner le nom à ce caillou. Mais c'était bien avant que vienne l'idée de construire un téléphérique côté italien pour monter sur ce col du Géant. Et donc, ça n'est qu'en 1957 qu'effectivement un téléphérique a été construit, ce qui a valu des remarques de ma grand-mère qui disait « Oh là là, si Paul Elbronner savait ça, il se retournerait dans sa tombe. » Parce qu'évidemment, lui qui a parcouru les montagnes à pied, de voir un téléphérique abîmé, un sommet, je pense que c'était pas forcément dans sa culture. Voilà, et donc, de fait, cette pointe Elbronner devient très fréquentée, alors que c'était au départ pas du tout le cas. Donc Paul Elbronner a choisi, avant sa mort, de donner l'ensemble de son fonds scientifique donc, à une institution. Donc, comme il était académicien, il l'a donné à l'Académie des sciences. Et donc, son fonds scientifique a donc été donné et légué. Et il y a aujourd'hui plus de 30 000 pièces dans ce fonds, qui au départ a été donné donc à l'Académie des sciences, qui ensuite l'a donné au musée de Compiègne, puisqu'il était né à Compiègne, au musée de l'automobile et du tourisme. Mais évidemment, ça n'a pas tellement de sens que ça reste à Compiègne. Et en 1968, il a été décidé de transférer ce fonds à Grenoble, au musée dauphinois de Grenoble. Pour vous dire les lenteurs de l'administration française, juridiquement, le fonds appartenait toujours au musée de Compiègne jusqu'à ce printemps 2025, alors que depuis 1968, il était physiquement à Grenoble. Mais maintenant, c'est chose faite, c'est le musée de Grenoble qui en est l'officiel propriétaire. Donc, parmi tout ce qui a été légué, il y a donc les 12 000 plaques photographiques, puisque c'est des appareils, vous savez, avec des plaques de verre. Donc, les 12 000 plaques de verre sont au musée de Grenoble, et le musée de Grenoble est en train de faire un transfert de l'ensemble de ces fonds dans un nouveau bâtiment, et ils ont nettoyé une par une l'ensemble de ces plaques de verre, ce qui fait qu'on va pouvoir, c'est notre souhait le plus cher, exploiter et numériser en particulier ces plaques de verre pour avoir des photos de meilleure qualité que les reproductions qui ont été faites à l'époque dans les grands ouvrages qui ont été présentés. Les aquarelles originales sont à Grenoble, et donc là pour l'instant elles sont stockées au 15e rang derrière d'autres choses, donc on a eu le droit d'en voir une, mais exceptionnellement au printemps dernier, parce que c'était compliqué de les sortir. Donc évidemment, on souhaite avec le directeur du musée, dès que ce sera possible, de leur donner une meilleure place. Ces objets de campagne, ces carnets de terrain, donc ces carnets scientifiques, d'autres carnets sont conservés, dispersés dans la famille. Ces récits de courses en montagne, ces courses, ces conférences. Donc là, vous avez un petit échantillon. Visiblement, ils mangeaient beaucoup d'œufs. Il devait être durci et c'était plus facile à transporter. Donc il y a plusieurs comme ça, petites coquilles qui permettent de transporter des œufs. Sa petite tasse, son sac de couchage, alors, son théodolite, ses carnets, voilà. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire de ce fonds Elbronner ? Donc l'association s'est attachée dans son début à essayer de rassembler de la documentation pour en faire raconter une histoire quand même, et je me suis beaucoup inspirée de ce livre qui a été publié donc en 2015, Les Alpes d'Elbronner. Malheureusement, il est épuisé, donc on essaye de voir avec l'éditeur Glénat si au moins sur le site internet on ne pourrait pas le donner à feuilleter pour qu'il puisse servir, parce qu'il est très bien fait. Et puis on s'est dit, avec toutes ces photos, avec l'évolution aujourd'hui de la montagne, des glaciers, avoir une telle richesse d'un fonds photographique d'il y a 100 ans pour arriver à ce qui est aujourd'hui, on s'est dit, il y a sans doute matière à exploiter ce fonds photographique. Et donc, on est allé rencontrer le laboratoire ITEM Université Savoie-Mont-Blanc, dirigé en particulier par Ludovic Ravanel, illustre famille de guides, et qui est un glaciologue vraiment internationalement reconnu, directeur de recherche au CNRS. Et avec Ludovic Ravanel, donc, il a proposé de proposer un stage à une étudiante en Master 2 pour voir s'il était possible d'exploiter les photographies dont on pouvait disposer dans les massifs glaciaires et pour faire des comparatifs entre la montagne il y a 100 ans et la montagne aujourd'hui. Donc c'est Zora Erard, étudiante en Master 2, qui a travaillé sous la direction de Ludovic Ravanel et de Philippe Deligne, qui est un géomorphologue, maître de conférence à l'Université Savoie-Mont-Blanc.
et qui a donc travaillé sur les comparaisons à partir des volumes des massifs glaciaires, donc massif du Mont-Blanc, massif de l'Oisans, et qui a essayé de voir ce qui était possible. Elle nous a réalisé dans le cadre de ses travaux un beau poster, on ne va pas le détailler, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qu'elle a fait. Elle est partie de Panorama d'Heilbronner, en haut, avec le glacier qui est en violet. Et puis, il y a une classification des glaciers qui existe et qui est écrite ici. Alors, il y a les glaciers de Cirques et de Versant. Vous voyez la légende là en dessous. Ouais, c'est peut-être pas très net, mais... donc, c'est les glaciers qui vont descendre jusque dans les vallées, qui sont en forme d'arc de cercle en haut et qui descendent jusqu'en bas. Les glaciers de Cirque, la partie haute qu'on voit, donc qui sont... Ça, c'était en 1920. Dans les années 1920. Et puis, elle est allée rapprocher ces photos de Paul Heilbronner avec les vues aujourd'hui 3D ou 2D de l'IGN pour voir aujourd'hui ce qu'il en était. C'est là qu'on voit la deuxième photo. On voit ce qui reste aujourd'hui. Vous voyez, comme tache mauve. Donc, on voit deux choses. On voit que toute la partie violette, c'est-à-dire la typologie de glacier de Cirque et de Versant a disparu, et que le glacier qui reste n'est plus que de type 2, c'est-à-dire glacier de Cirque. D'accord ? Mais on voit surtout que toute la langue... Alors, la photo de droite, ensuite dessous, c'est vue du haut, vue du sommet, et on voit tout le dessin bleu, c'est tout ce qui a disparu, et on voit des petits points rouges, là, des petits carrés rouges, qui sont en fait les deux petites vignettes qui sont en bas, c'est-à-dire l'apparition de lacs glaciaires. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de glaciers, mais il y a des lacs glaciaires qui sont apparus depuis ces 100 ans, qui viennent en fait récolter cette eau. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'elle a pu faire à partir de là c'est un exemple du glacier du Tour actuel, mais elle a essayé de faire sur l'ensemble des photos qu'elle pouvait exploiter dans les volumes de cette fameuse description géométrique. Donc c'est assez impressionnant, puis ensuite elle a essayé de chiffrer sur la base de ce qu'elle pouvait exploiter du volume du massif du Mont-Blanc. Et là c'est terrifiant, on le sait, hein, mais c'est terrifiant de le voir, c'est-à-dire qu'on voit que 48% des glaciers ont disparu. Donc, entre les photos de Paul Heilbronner du massif du Mont-Blanc et aujourd'hui. Alors, la partie indisponible, c'est quand elle n'avait pas les données pour exploiter les informations. Et puis, donc, comment ça se lit ? Là, 6,9% des glaciers ont perdu entre 40 et 60% de leur surface. Voilà, et 3%. Donc là, on mesure vraiment, en 100 ans, effectivement, l'évolution des glaciers. Et la troisième figure, c'est par typologie de glacier, de savoir quels sont les types de glaciers qui ont le plus souffert depuis 100 ans. Alors, il apparaît clairement que les glaciers des couloirs sont ceux qui ont le plus disparu. Donc 80% d'entre eux ont disparu. Donc tous ces glaciers qu'on voyait en fond de couloir. Et ici, alors on voit très mal, mais donc voilà, en fonction des typologies de glaciers, ça permet une analyse scientifique de voir comment les glaciers ont évolué depuis 100 ans à partir de ce fond photographique de Paul Heilbronner. Donc c'est une première phase, et on va rediscuter ensuite pour voir ce qu'il est possible de faire, mais en tout cas, on était très contents que déjà une première exploitation scientifique puisse se faire. On se dit que Paul Heilbronner aura été fier de cela, d'autant plus qu'il a écrit lui-même. Il est permis d'ailleurs de supputer à l'avance l'intérêt que pourra présenter quelques jours, notamment au point de vue glaciologique, l'ensemble de cette documentation. Signé Paul Heilbronner en 1930. Donc on lui rend hommage aujourd'hui de cette vision qu'il avait de l'importance de ses travaux. Alors quels sont nos projets maintenant ? Comme je vous l'ai dit, le fonds photographique de haute qualité qui existe aujourd'hui au musée de Grenoble, nous souhaiterions vraiment qu'il puisse être exploité de meilleure façon, c'est-à-dire d'abord qu'il soit numérisé, parce que ça permettrait de pouvoir en disposer beaucoup plus facilement. L'idée, c'est peut-être de retrouver, en termes pédagogiques, justement, de faire partager au plus grand nombre la comparaison entre la montagne d'il y a 100 ans et la montagne d'aujourd'hui pour alerter, et par exemple, de faire une application géolocalisée, comme on a IGN Rando ou autre, et qu'on puisse faire appeler une couche avec les photos d'il y a 100 ans, en disant voilà, regardez où vous êtes, regardez votre appli, regardez comment c'était il y a 100 ans, prenons conscience collectivement de cette évolution extrêmement rapide. On est en lien aujourd'hui avec l'IGN, avec le CAF, pour essayer d'avancer sur
sur ces sujets-là. Et puis, on a découvert qu'il existait un... Donc ça, c'est pris, je ne sais pas exactement dans quelle année, au syndicat d'initiative de la Meige, il existait un sentier Heilbronner. Alors on s'est dit, pourquoi pas raviver ce sentier Heilbronner sur la base justement de parcourir ces 2000 sommets qu'il a parcourus dans les Alpes. Et pourquoi pas créer un grand sentier Heilbronner en traversant toutes les Alpes, puisque finalement, c'est bien ce qu'il a fait lui pendant toute sa vie. Et bien voilà, je vous remercie pour votre attention. A-t-il, au fil du temps, réactualisé ces mesures ? Alors, la réponse c'est non. Je crois que lui-même n'a pas utilisé la photographie vraiment pour ses relevés, contrairement d'ailleurs à Vallot. Et derrière, il n'a pas eu beaucoup de temps derrière lui, parce qu'en fait, il est mort donc, à 67 ans. Il était quand même fatigué, enfin, il était malade à la fin de sa vie, et il a consacré les 10 dernières années de sa vie à rédiger. Et en fait, après ces 22 années de campagne, etc., il avait fini son grand œuvre et il était obnubilé par l'idée de finir la rédaction de ses volumes. Et donc lui, je ne pense pas qu'il ait poussé plus loin ou anticipé derrière ce qui se passait. Mais je crois qu'à son époque, et là, il y a peut-être des personnes plus compétentes que moi, par exemple, les Vallot ont plus pris justement le relais ou d'autres méthodes à partir notamment des photographies que Paul Heilbronner, qui lui s'est vraiment attaché à une espèce de travail de bénédictin, de faire ses triangles, de tous les répertorier, d'avoir des mesures les plus précises possibles. Je crois que lui, il était vraiment focalisé là-dessus. C'était ça qui l'intéressait, c'était de finir, d'apporter une contribution vraiment précise, scientifique, et peut-être sans se projeter plus loin, si ce n'est de se dire que son travail pouvait avoir un intérêt, comme on l'a vu pour la suite. Quoi. Parce qu'avoir des données fiables, c'était la base de la cartographie. Donc ça, il en était convaincu. Quel est le nombre de tirages qu'il a fait de ces panoramas ? Non, on aimerait bien le savoir, mais on ne le sait pas. Non, on ne le sait pas parce qu'en fait, il l'a fait à compte d'auteur. Oui, en fait, d'après ce qu'on croit savoir, c'est lui qui a tout financé. Donc en fait, il est allé voir l'imprimeur, Gauthier Villard, et il a commandé une impression en un certain nombre de volumes. Il a dédié un certain nombre de volumes à des personnalités pour faire connaître son travail. En fait, pour lui, ça a été son outil de communication. Et pour valoriser son travail. Et donc, après, combien d'exemplaires non, on ne sait pas. On en voit régulièrement sur les salles de vente, mais il y en a... Bon, on en voit, mais... et aujourd'hui, le fonds est un peu gelé en attente du déménagement. Mais oui, on aimerait... Déjà, il est très mal répertorié, le fonds. L'inventaire du fonds, c'est une catastrophe. Moi, j'ai discuté avec le directeur du musée de Grenoble au moment de ce transfert juridique. Il m'avait dit, il y a 2 ans, il me dit... Oui, mais moi, je vais pas avant d'accepter le fonds, il faut que je sache ce qu'il y a dedans, parce que sinon, je peux être accusé. Le dernier inventaire qui existe, c'est celui qui avait été fait en 1968, et en fait, il était complètement imprécis. Il y avait quasiment rien dedans. Il me dit, mais moi, si j'accepte ce fonds sans savoir ce qu'il y a dedans, je pourrais ensuite avoir des ennuis parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais vu l'ampleur de la tâche, et vu la pression que le ministère de la Culture a mis pour que, quand même, ce soit réglé, il a accepté le fonds comme il était. Et donc, aujourd'hui, il y a un énorme travail à faire pour répertorier ce fonds, savoir ce qu'il y a dedans. Et puis, je pense que c'est un travail de chercheur. C'est un sujet de plein de recherches différentes. Moi, on a été très frappés quand Ludovic Ravanel m'a proposé de présenter le fonds Heilbronner justement à l'EDITEM, donc ce laboratoire multidisciplinaire. Et c'était dans le cadre de jeudi, c'est pas des conférences, mais enfin de causeries, on va dire, qu'il proposait aux chercheurs. Il y avait 30 chercheurs de disciplines différentes, et j'ai été étonnée de l'intérêt potentiel, en tout cas, que pouvait représenter ce fonds Heilbronner. D'un point de vue sociologique, d'un point de vue de l'évolution des paysages, on parle des glaciers, mais il y a aussi toute la surface des forêts, par exemple, puisqu'il a pris énormément de photos. Il était très curieux, et quand il avait du temps, il allait discuter avec les gens pour savoir comment ils vivaient. Donc, les sentiers qu'il empruntait, puisqu'en fait, tous les itinéraires sont décrits. Donc, finalement, il y a aussi tout un travail sur les itinéraires de montagne pour accéder, il y a 100 ans, à tel ou tel sommet. Donc, il y a énormément d'informations. Et puis, il notait tout, avec une précision incroyable. Alors ça, par contre, il y a des reproductions de coups de campagne où on voit, justement... Alors, donc, il y a énormément de choses. Donc, probablement, il y a des traces, effectivement, de cette impression. Il faut aller fouiller. Quelles sont les dimensions des dessins originaux ? Oui, ils sont de grand format, ça c'est sûr. Je crois que c'est du 50-70.
en panneaux de 50-70 et après mis bout à bout pour faire le panorama. Mais ils sont peints, je crois, sur des panneaux de 50-70. Les plus grands panoramas font 6 mètres de long. Hein. Ouais. Assez proche. Ouais. Je pense, oui. Enfin, c'est plus grand que ceux-là, hein. C'est plus grand que cette reproduction-là, qui est là. Parce que 70, ça a été réduit. Oui. Et en longueur, c'est presque similaire. D'accord. Je crois que le plus grand panorama fait 6 mètres de long. Celui-là, il fait 6 mètres 50, d'accord. Alors nous, on n'a pas eu la chance de... On aurait bien aimé, hein, mais on n'a pas eu la chance de les voir encore. Donc je pense que dans 3 ans, on va essayer de pousser le directeur du musée de Grenoble pour organiser une grande exposition des aquarelles pour qu'on puisse en profiter quand même. Donc quand il aura fini son déménagement de ses archives, c'est très émouvant de voir ces aquarelles quand même. Hein. Par rapport aux reproductions, déjà les reproductions sont impressionnantes. Mais en parallèle, absolument. Et ce qu'on voudrait, alors, un certain nombre sont déjà numérisés, puisque la BNF a numérisé par exemple le panorama du Mont Blanc, et on est en discussion avec la BNF pour numériser aussi les autres panoramas, notamment celui du Pelvoux, et puis de numériser aussi les autres, parce qu'il n'y a pas que les panoramas, il y avait aussi d'autres aquarelles qui ont été faites par Paul Heilbronner. A-t-il fait des photos en couleur ? Non, je crois qu'il n'y a rien en couleur. En tout cas, dans le fond, nous, on a vu les plaques de verre, c'est du noir et blanc. Il y en a en négatif, il y en a en positif. Mais que je sache, je crois qu'il n'y a quasiment rien en couleur. Peut-on trouver des écrits de Paul Heilbronner ? Alors, oui, mais alors il faut avoir beaucoup de place chez soi. Alors, en fait, il y a plein d'écrits. Il y a ces gros volumes dont je parlais. Alors, dans ces gros volumes, ce qui est compliqué, c'est qu'en plus, il y a tous les panoramas photographiques qui sont à l'intérieur. Donc, en fait, ils sont sur onglets, dépliés. Donc, c'est épais comme ça. Il y a à peu près une épaisseur comme ça qui sont les panoramas pliés. Donc, déjà, à manipuler, c'est hyper compliqué. Et après, comme tu as vu, j'ai mis quelques pages où il y a plein de calculs. Enfin, c'est pas des calculs, il y a plein de données. Et puis, il y a quelques textes. Et ce que je pense qu'on va faire, c'est d'essayer, une fois que les livres seront numérisés, alors pour vous dire, j'avais su dans notre partenariat avec la BNF qu'ils avaient décidé en 2025 de numériser l'ensemble des 12 volumes, les gros volumes. Et c'était financé par la BNF. Donc on était très contents. Sauf que les gros volumes, ils les ont déménagés au centre de numérisation. Et au centre de numérisation, ils se sont aperçus que techniquement, ce n'était pas possible parce qu'ils sont reliés trop serrés. Et qu'en les ouvrant, déjà la manipulation est compliquée, on les casse et donc on ne peut pas les passer en machine. Donc on est en train de réfléchir à utiliser une série complète qu'on accepterait de désosser, c'est-à-dire d'enlever sa couverture, pour arriver à avoir les feuilles à plat et pour numériser l'ensemble du texte. Et donc là, on est en train de voir, il y a peut-être quelqu'un de la famille qui serait prêt à mettre sa collection à disposition pour faire ça, ce qui permettrait de numériser, et ensuite, une fois qu'on a numérisé, on pourrait prendre tous les textes bout à bout, voilà, mettre tous les... et trier. Après, il y a d'autres choses qu'il a publiées sous forme de petits opuscules. Par exemple, la Semaine au Mont Blanc, il a publié un petit livre, donc ça tu pourras on en a un là, je crois, à la maison, on pourra te le prêter, et tu pourras regarder pour lire au moins sa Semaine au Mont Blanc, ou les 2 semaines au Montecinto. Et là, il raconte voilà, ce qui s'est passé, sa mission, qu'il faisait mauvais, qu'ils ont eu la tempête de neige, qu'enfin ils ont eu du beau temps, qu'il a pu faire ses mesures, qu'il était très content. Et en particulier, quand il a pu voir, depuis la Corse, la petite lumière sur le continent, ils ont tous applaudi. Parce que ça faisait 8 jours qu'ils essayaient de regarder, et un jour, il a fait assez clair pour qu'ils arrivent à voir le signal lumineux. Et là, il s'est dit, c'est gagné, j'ai réussi.